Donc alors Le Crayon, donc c'est le premier média de débat des jeunes. Alors je m'appelle Sixtine, j'ai cofondé un groupe média qui s'appelle Le Crayon. On a à peu près 3,7 millions d'abonnés aujourd'hui. C'est à toi de convaincre quelqu'un, là c'est limite le client qui va essayer de te convaincre de travailler avec lui. Moi je connais pas une autre entrepreneuse de mon âge qui a un projet un peu comme celui-ci. Salut tout le monde, on vient de dépasser le palier des 200 000 abonnés. C'est un marathon et c'est pas un sprint et le chemin est long. C'est hallucinant la manière de comment les gens me voient aujourd'hui par rapport à il y a un an quand j'étais pas très présente sur les réseaux. Je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Côté ambition, avoir un projet qui me différenciait des gens de mon âge. On savait très bien que c'est un truc qui allait exploser. On voit bien maintenant, depuis 1 an, 2 ans, tout le monde commence à s'y mettre. C'était la meilleure décision de ma vie d'entreprendre avec mon frère. Je pense que mon quotidien serait pas du tout le même aujourd'hui. On va parler un peu plus de toi. Tout à l'heure, tu disais la seule femme parmi les 4 associés. Est-ce que ça apporte vraiment une différence dans l'approche, la relation avec les associés? Enfin, être une femme aujourd'hui, même à 18 ans, parce que tu avais 18 ans, quelle différence? Facile, pas facile, enfin voilà, toutes ces questions. Alors oui, pour moi, et je pense je suis convaincue qu'il dirait la même chose, mais heureusement qu'il y a une femme dans les 4 associés, ça j'en suis convaincue. Pourquoi? C'est intéressant. Parce que je pense que ça apporte une ouverture d'esprit et une manière de fonctionner très différente. Moi je suis la plus sensible des 4, très clairement, je suis la plus, celle qui a le plus facile. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là, à la fois parce que c'est une grosse partie de qui je suis en termes de caractère, mais aussi c'est des sujets qui me passionnent, la compréhension des êtres humains. Vraiment le côté psychologique, le côté intelligence sociale, soft skills. Donc le fait d'être comme ça aide parfois beaucoup mes associés à comprendre des moments business qu'on vit, à pouvoir réussir à négocier plus intelligemment, à mieux comprendre, à mieux gérer les équipes. Enfin voilà, ça les a beaucoup aidés sur ça. Comme eux m'ont aidé sur d'autres choses d'ailleurs, mais en fait moi je pars du principe qu'on a, de par nature, la majorité des femmes ont quand même des qualités que les hommes ont moins facilement et inversement. Ça j'en suis convaincue. Exemple débile, mais les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Il y a des exceptions, mais c'est des choses, et moi je pense que les femmes à la base ont une sensibilité plus ouverte, un peu plus grosse qu'un homme à la base. T'en as qui plus que non, mais donc je reste convaincue qu'il y a des qualités qu'on s'apporte mutuellement, où ensemble ça fait des résultats géniaux, et que d'avoir des boîtes où il y a que des hommes ou que des femmes, je pense qu'il y a une grosse partie de compétences et d'utilité qui est manquée, qui n'est pas présente, et surtout que ça leur apprenait aussi à être avec une femme, c'est-à-dire du coup à se comporter un minimum bien, se comporter dans le sens parfois, quand t'es avec des garçons, moi j'ai 2 grands frères, mais c'est le bazar, ils rangent pas forcément toujours, des trucs de mecs. Il y a des femmes comme ça aussi, j'ai des amis, elles sont bordéliques aussi. Mais du coup, c'est une manière de se tenir aussi, donc c'est très bien aussi. Puis aujourd'hui, dans l'équipe, d'ailleurs, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. Donc en fait, c'est assez marrant. Donc, à l'inverse, là, moi je suis ravie d'avoir des associés hommes, parce que du coup, il y a beaucoup plus de femmes maintenant, donc ça contrebalance. Mais au début, t'as 3 mecs, c'est bien d'avoir une femme aussi, quoi. Puis il y a des facilités, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'invités sur le média qui étaient par exemple féministes, etc., le fait que ce soit une femme qui puisse les interviewer, qui puisse les avoir au téléphone pour échanger, ça les rassurait beaucoup. D'accord. Donc là, il y avait des choses comme ça aussi où c'était très bien d'avoir une femme. En plus, comme je suis la plus jeune et que je suis une femme, ça rassurait aussi les gens inconsciemment, je sais pas pourquoi, mais de se dire putain quand même... Ils sont jeunes, ils arrivent bien à se débrouiller, il y a des profils très différents. Donc c'était un tout qui était utile. Voilà. Mais au début, c'était pas évident parce que j'avais l'impression constamment que je devais montrer que j'étais au niveau, quoi. Ça a été difficile. Aujourd'hui, je vois ça comme une énorme force. Au début, je voyais ça plus, pas comme une faiblesse, mais c'était pas évident. Aujourd'hui, je suis ravie d'être la plus jeune, d'être une femme. Ouais. Okay. Et comment est-ce que justement la question de l'âge, tu as géré pour quand vous avez dû recevoir des invités, quand il a fallu aller de l'avant, contacter par exemple des investisseurs, ou comment l'âge, est-ce que ça a été souvent un problème ou au contraire une opportunité Moi, ça a été une énorme opportunité, très clairement. Au début, pour contacter des gens, de toute façon, ils connaissent pas trop ton âge, donc ils se disent juste un média pour les jeunes, ça devient la mode, les réseaux sociaux, il faut qu'on y aille. Donc au début, beaucoup d'invités disaient oui, c'est trop comprendre le pourquoi du comment. Après, c'était vraiment les idées de format et des chiffres, des vues que ça ferait, que ça les intéressait. Que ce soit un homme ou une femme dans le téléphone, ils s'en foutaient. Pour le côté investisseur, non, comme j'avais déjà créé une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, qu'on avait déjà, on est quand même déjà un minimum assez visible, et que donc pas mal de gens avaient déjà entendu parler de nous, et que beaucoup de gens, tu me connais, si tu me connais, tu connais mon âge, mais tu sais aussi de quoi je suis capable. Sinon, tu connais pas trop mon âge, donc tu sais pas exactement que je suis aussi jeune. Au contraire, ça impressionnait et rassurait plus les investisseurs qu'autre chose, en fait.
Parce qu'ils se disaient, putain, mais s'ils ont réussi à faire tout ça à cet âge-là, mais en fait, ils sont trop forts. C'est des petits génies. Je dis ça en rigolant et en exagérant, mais donc c'était plus en mode, putain, bravo, il faut qu'on les suive. C'était nos petits poulains. C'est plus que l'inverse de, ah bah non, ils sont trop jeunes, ça va être dangereux. Bah non, parce que si aussi jeunes, ils ont réussi à faire ça, peut-être que dans 10 ans, ce sera incroyable, le projet. Donc à l'inverse, ça va plus rassurer. Et puis tu te démarques, en fait. Plus aussi, hein, qu'on soit clair. Moi, je connais pas une autre entrepreneuse de mon âge qui a un projet un peu comme celui-ci. J'en connais vraiment pas de femmes. Et même d'hommes, j'en connais très peu. J'en ai là peut-être 2-3 en tête. Mais sur tous les entrepreneurs que je connais, quoi. Donc en fait, tu marques plus facilement les gens. De toute façon, tous les trucs qui sont un peu atypiques, que tu fais, enfin qui sont pas dans la norme, il faut les transformer en opportunités. Il faut en faire ta force. Parce que c'est ça qui te différencie dans le mauvais sens du terme, mais surtout dans le bon sens du terme aussi. Aujourd'hui, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vises avec ça? C'était une vraie stratégie de se lancer sur les réseaux sociaux de notre part. Aujourd'hui, ça m'apporte... Alors, ça dépend des réseaux sociaux. LinkedIn m'apporte énormément de business pour mon entreprise, parce que ça me permet de pouvoir juste exposer aux gens ce dont on est capable de faire. Donc, c'est comme si tu avais une vitrine permanente visible pour les gens. Et donc, ça, c'est très utile pour le business de la boîte. Et moi aussi, ça m'apporte des opportunités à titre personnel, mais vraiment plus de business dans le sens des conférences, des podcasts, des machins. Instagram, c'était différent. Au début, ça m'a vachement aidé pour la programmation des invités du média. Parce que du coup, quand tu as des abonnés, les gens te répondent. C'est pas plus con que ça, mais c'est vrai. Pour le côté business personnel, ça m'en rapporte à titre personnel, des business d'influence, voilà, c'est toujours utile. Et des opportunités, tu vois, de TEDx, des trucs comme ça qui sont sympas, de réseau. Voilà. Bref, c'est devenu aujourd'hui un truc personnel que j'aime bien faire. C'est devenu du plaisir, mais pendant longtemps, c'est une vraie stratégie. Après, qu'importe le réseau social, ça m'apporte aussi beaucoup de compréhension, encore plus de mon écosystème. Parce que comme tu vulgarises du contenu sur une thématique, tu n'as pas d'autre choix au bout d'un moment que de toi-même apprendre constamment des choses dessus. Au début, ça peut venir de réflexion personnelle, très peu de recherche, discussion avec des gens. Au bout d'un moment, quand tu as fait la base des sujets, il va falloir aller beaucoup plus loin pour que ça continue à intéresser les gens, même renouveler ce que tu faisais. Donc, j'avais pas le choix de lire plus de bouquins, regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts, rencontrer d'autres gens, discuter avec des gens qui s'y connaissaient, pour avoir constamment du contenu intéressant à dire. Donc, en fait, tu n'as pas le choix de devenir une éponge à contenu. Et donc, c'est même aussi par rapport pour toi-même, tu deviens aussi encore plus bon que tu ne l'aurais été si tu n'avais pas eu ça, en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est une intéressant, discipline personnelle, l'image d'éponge à contenu. J'aime bien cette expression, Ouais, d'accord. Je n'avais pas encore entendu ça, mais ouais. Mais c'est quoi qu'il arrive, le côté... Ah oui, puis tu as le côté média aussi, j'ai oublié. Enfin, le côté passer dans les médias. Forcément, quand tu as des abonnés, ça aide, qu'on soit d'accord, parce que voilà, tu deviens bon dans une thématique, donc eux, ils veulent t'écouter dessus, puis comme tu as des abonnés, ils savent que tu vas reposter des extraits de ton passage sur tes propres réseaux sociaux, donc ça fait un cercle vertueux et c'est utile aussi. Mais quoi qu'il arrive, moi, je recommande aux gens de se lancer sur les réseaux sociaux. Le ROI, enfin le retour sur investissement est tellement présent et tellement utile. Qu'importe le business, sauf si peut-être, oui, tu m'expliques que tu vends des fils électriques, ça reste utile, peut-être pas directement pour ton business, mais ça reste utile. Mais c'est vraiment hyper important pour moi. Tu fais un gain de temps énorme sur le côté business. Et est-ce que tu échanges avec ta communauté sur les différents réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'il y a YouTube, il y a Insta, enfin, je ne sais pas si tu es présent sur d'autres. Alors, Insta, pas assez. Ouais. Parce que j'ai vraiment pas le temps du tout. Et comme je mets pas ça du tout dans une priorité de ma journée, voilà, on va dire que je n'interagis pas assez avec ma communauté. LinkedIn beaucoup plus, que LinkedIn, je réponds à tous les messages et à tous mes commentaires sur mes posts. Donc je réponds, en tout cas je lis tous mes messages. Je réponds vraiment pas à ceux qui sont vraiment pas utiles que je réponde, mais je vois tout le temps, donc en fait j'interagis beaucoup. Et donc en fait ça fait même que j'ai une communauté beaucoup plus soudée sur LinkedIn que sur Instagram, alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur Instagram. Et tu disais que LinkedIn t'a apporté aussi ça apporte du business, LinkedIn. C'est monstrueux, ouais. Okay. C'est monstrueux parce qu'en fait, après, bon, moi aussi, je vends des prestats de personal branding et je suis moi-même le propre exemple de mes services. Donc forcément, on va dire, voilà, ça rassure les gens parce qu'ils voient bien de quoi on est capable de faire. Et puis, quand tu écris des posts intéressants ou des posts liés à un sujet ou à un autre, ça peut intéresser des gens. Donc voilà, ça rapporte du business. Parce qu'en fait, c'est une carte de vitrine constante, quoi. C'est une carte de visite plutôt. Une vitrine et une carte de visite open auprès de dizaines de milliers de gens tous les jours. Est-ce que dans les différentes choses que tu as faites à travers le crayon, les rencontres aussi, tu aurais des anecdotes un peu particulières, atypiques peut-être à nous partager?
Il y en a une, moi, la première qui m'est venue, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est quand Gad Elmaleh est arrivé au bureau pour l'interview. Notre bureau, comme vous avez vu ce matin, l'entrée, t'as l'entrée et après t'as le premier salon. Et en fait, donc moi j'étais en train de bosser à côté, je savais qu'il venait évidemment. Et quand il arrive, t'entends sa voix, mais tu le vois pas encore. Tu l'entends parler, il fait des petites blagues, forcément, il met très à l'aise. Et je suis quelqu'un qui connaît par cœur des films de Gad Elmaleh, que ce soit La Vérité si je mens, Coco, Hors de prix. Enfin, vraiment, cet acteur, je l'avais vraiment bien poncé parce que j'adore ces films, tout simplement. Et au début, j'avais l'impression, moi je disais à l'équipe, les gars, c'est énorme. On a l'impression qu'il y a un film de Gad Elmaleh qui tourne en boucle dans le fond de la pièce. Et après, il arrive, il fait une petite blague hyper détente. Enfin, t'as juste un mec dont t'as vu tous les films depuis que t'es tout petit en face de toi. Et c'est encore plus marquant qu'un... Enfin, pour moi, c'était autant marquant qu'un politique, alors que je suis passionnée de politique. Là où t'as beaucoup de gens qui préféraient voir un Gad Elmaleh qu'un politique. Aujourd'hui, je préfère voir un Gad Elmaleh qu'un politique. Bon, c'est peut-être 2-3 exceptions de politiciens que je préférerais voir, mais... Et donc, en fait, t'as ce moment-là, puis il fait l'interview, il est hyper sympa. Il revient le lendemain pour terminer l'autre partie de l'interview parce qu'il devait filer avant. Enfin... C'était des moments où tu n'aurais jamais pensé vivre un truc comme ça. Et ça, c'est des anecdotes marrantes où tu te dis, mais toute ma vie, je me rappellerai. Parce qu'en plus, après, on a organisé... à ce moment-là, il faisait des avant-premières de son film sur les religions qui était sorti, où il arrivait à la fin du film et il faisait des questions-réponses dans la salle avec les gens qui avaient vu le film juste avant. Et il a voulu en organiser une avec nous dans les cinémas Montparnasse à Paris. Et moi, je m'étais retrouvée sur la scène avec lui en train de faire les questions-réponses avec Gad Elmaleh devant tout le monde. En plus, lui qui faisait une petite blague en mode, mais vous connaissez le Crayon, vous connaissez pas le Crayon, mais c'est incroyable. Ah si, toi tu le connais le Crayon, ah, mais c'est incroyable ce qu'ils font, tu trouves pas. Enfin, et moi j'étais là en mode, genre c'était il y a 1 an et demi, j'étais en mode, genre, mais ça n'a aucun sens. Puis tu vois, t'as été une vidéo de lui qui dit vive le Crayon et tout, on avait à un moment filmé un truc, enfin dans la salle devant tout le monde, enfin ça n'avait aucun sens. Voilà, ça c'était un moment qui a été incroyable. Côté business, on n'en a pas eu spécifique. Si, j'ai eu le jour où j'ai écrit à Xavier Niel et qui m'a répondu par mail. Dans la foulée, ouais. Ça, j'ai entendu, ouais. On voulait racheter un média pour devenir un groupe média. C'était l'objectif. Sauf que pour racheter le média, il fallait qu'on fasse de la croissance lever pour faire de la croissance externe. Donc il fallait qu'on lève un peu pour qu'on n'ait pas le choix pour racheter le média. Au début, on devait lever avec un fonds, sauf que moi, j'ai vite réalisé que les conditions d'un fonds, qui sont des conditions classiques, mais moi, me conviennent pas. J'ai pas entrepris pour avoir des conditions de quelqu'un qui te dit ah tiens, là, tu peux pas recevoir tel invité parce que machin. Ah non, là, tu peux pas travailler avec tel client. Parce que, en fait, non, j'ai entrepris. C'est libre. Voilà, je fais ce que je veux quand je veux et tu m'emmerdes pas. Enfin, en tout cas, tu mets pas assez pour pouvoir m'emmerder, en gros. Tu n'aurais pas dit. Non, mais j'aurais donc pas dit. S'il y avait eu plus. Non. Si tu lèves 30 millions, dans ce cas-là, oui, normal que le type ait, c'est normal. Okay. Et là, j'étais en mode, genre, on veut trop lever avec vous, on s'entend très bien avec le fonds en question, moi je les adore, ils sont adorables, il n'y a pas de débat, juste, moi je voulais pas lever avec un fonds. J'apprends qu'on peut lever avec des BA, parce que vraiment aucun de nous s'y connaissait vraiment bien dans les levées, et je me dis, sauf que mes associés, j'avais du mal à les convaincre de pas lever avec le fonds, parce que forcément, eux étaient en front dessus. Moi, je m'en occupais pas trop, parce que je voulais justement garder un œil un peu objectif et pas trop impliqué. Et comme eux, ils passaient du temps dessus, ils avaient un peu l'impression de travailler pour rien. Donc, tu as aussi ce côté, tu pousses de lever avec le fonds aussi pour te dire, je passe pas autant de temps à travailler pour rien. Et donc, je me dis, tu sais quoi, en fait, je veux qu'on lève avec des BA. Tiens, je vais écrire avec Xavier Niel. On sait jamais, peut-être qu'il peut peut-être répondre. En tout cas, il peut peut-être répondre. En tout cas, je m'étais dit, je vais écrire un email tellement bien écrit, en tout cas dans le sens qui est très bien élevé, très respectueux et à la fois qui est très clair, que je m'étais dit, s'il tombe sur mon email, normalement, il devrait peut-être pouvoir répondre parce que l'email, c'était quand même l'intérêt de Xavier Niel. Et je m'étais dit, c'est un projet intéressant, lui, ça peut le faire marrer, il a investi dans plein de projets, un bébé groupe média comme ça, c'est un peu original, F4 Jeune, ça peut être sympa. Et je lui écris et il me répond 3-4 jours après, hyper vite, tac, ça se fait et tout. Il me dit ok, je m'étends, non. Et là je vois l'email, mon frère était en call, en plus avec le gars dont on a racheté le média. Et je fais attends, Val, parce que mon frère du coup je l'appelle Val, je fais Val, je lui tends le téléphone. Valran voit le truc. Il lâche son téléphone, genre, mais parce que t'es hyper surpris, tu vois, Xavier Niel, ça n'a aucun sens quand il réfléchit. Enfin, c'est comme si limite l'équivalent d'un Macron qui te répond, parce qu'en fait, tu peux dire que Xavier Niel a peut-être autant de pouvoir quasiment qu'un président de la République, tu vois. Donc tu te dis, ça n'a aucun sens. Donc moi, je cours voir, parce qu'en fait, il faut comprendre que la veille, on s'était dit finalement, peut-être qu'on va pas lever avec le fond, peut-être qu'on va pas racheter le média. Donc en fait, on passe d'un ascenseur émotionnel en 24 heures, le genre de truc d'entrepreneuriat que tu vis qui est lunaire,
Je cours voir mon autre associé Antonin pour lui dire je me gamelle dans le couloir. Je me fais hyper mal au coude parce que on était en chaussettes forcément, donc ça glisse, tu vois. Ça, c'est une anecdote. Bah ouais, ça. c'est une anecdote. En vrai, je me fais hyper mal, mais sur le coup, je m'en fous. Je cours, je saute dans les bras d'Antonin, j'ai les larmes aux yeux. Je dis mais il y a Niel qui veut investir et tout. Antonin qui fait mais non, hurle et tout, trop content. Sauf que l'équipe, ils comprennent rien. Parce qu'à ce moment-là, on leur a pas encore dit qu'on levait et qu'on achetait parce qu'on voulait pas leur dire tant que c'était pas fait. Et donc voilà, donc après je commence à avoir hyper mal, je m'étais fait hyper mal. Et puis après, voilà, donc on a commencé avec mon frère, on s'est dit, bah tiens, on va lever avec DBA. On a écrit à tous nos potes entrepreneurs qui nous avaient dit, si un jour vous levez, on va investir chez vous. Et du coup, on s'est retrouvés avec plein de potes entrepreneurs vraiment géniaux qu'on est ravis d'avoir avec nous. Puis du coup, il y a Stérin, David Layani, Xavier Niel. Et donc en fait, c'est vraiment le crayon. Il y a même aussi un des fondateurs de Mime, il y a les fondateurs de la boîte Tudigo, il y a Andrea Bensaï, fondateur d'Eskimos. T'as des gens qui n'ont aucun rapport les uns entre eux, mais en fait, on s'est dit, c'est ça le crayon. On peut pas lever qu'avec un fond. Il faut qu'on lève avec des gens qui n'ont aucun rapport entre eux, parce que c'est ça le crayon. C'est que tu réunis des gens qui sont hyper différents entre eux, mais qui ont chacun un truc à apporter. Et donc en fait, ça nous correspondait vachement. Pas de conditions, nos conditions, des gens qui ont investi chez nous parce qu'ils nous font confiance. T'as beaucoup de love money aussi. Et d'investissement sur plutôt aussi les fondateurs que le projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent mais moi j'investis plus sur vous parce que je sais que vous allez aller loin, etc. Voilà, t'as plein de gens vraiment qui ont fait confiance. Et puis finalement, c'était la meilleure décision possible. Donc ça, voilà. Il y a des anecdotes marrantes. C'est récent, ça. Ça date de... on a levé en septembre, mais ça, cette anecdote, elle doit dater de fin juin, peut-être, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et la prochaine étape? Parce que là, vous commencez à aller assez haut, là. Là, on a géré les petits problèmes de... Enfin, on a bien c'est-à-dire on a géré les problèmes de croissance, c'est-à-dire t'embauches d'un coup beaucoup. Donc, t'en as un qui veut du café, t'en as un qui veut un ticket resto, t'en as un qui veut être augmenté. Enfin, donc, tu gères les problèmes de croissance qu'on n'avait pas trop encore eu. Et en vrai, on a réalisé que, en fait, on a plutôt une boîte où on a des employés qui sont plutôt très contents par rapport à d'autres boîtes. Mais tu sais, t'as l'impression que le moindre petit truc, je fais un téléphone pro, des trucs, t'as l'impression que c'est une énorme montagne. En fait, tu réalises qu'en fait, nous, ça va, on gère plutôt bien et les gens sont plutôt contents. Donc ça, c'était quand même... Mais comme on a embauché beaucoup là, parce que vraiment, on avait trop de clients, donc il fallait que ça suive opérationnellement. Là, on processise bien tout, continue à le faire, on se structure vraiment bien à fond. Et on a prévu prochaine étape, c'est on prend des bureaux plus grands. Ça, on n'a pas le choix. On prend des bureaux donc beaucoup plus grands et on structure bien toutes les business units. Et ensuite, on pourra réfléchir à vraiment essayer de racheter pour reparler d'autres médias. On n'a pas du tout encore d'idée en tête, on a plutôt de secteur en tête, mais on veut devenir un groupe média, on veut dupliquer le modèle qu'on a fait sur qu'on fait avec les Pépites de France, qu'on a fait sur le Crayon, de développer, en fait, on appelle ça des média-led compagnies. Tu développes un business sur une communauté que tu as réussi à développer sur une thématique spécifique. Okay. Ce qui, pour moi, c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'influenceurs, même les plus grands, les Mr. V, des machins, ils développent des business sur leur propre communauté, mais du coup, en fait, tu as déjà le product market fit hyper évident. Donc, c'est beaucoup plus facile pour scaler ta boîte. C'est une vraie thèse qu'on a depuis très longtemps et qu'à chaque fois, c'est avéré exact. Donc, voilà. Et après, peut-être qu'on soit on développera, soit on rachètera un média, je sais pas, qu'importe, RH, tech, climat. Ce sont des thématiques, en fait, qui sont sous-exploitées aujourd'hui, où il y a un potentiel d'image de marque et de business qui est énorme. Et comme nous, on sait bien le faire, on sait bien gérer un média en croissance, on sait rendre un média rentable et qu'on comprend vraiment très bien cette industrie, c'est une suite logique dans le groupe média qu'on veut développer. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Parce que tu dis, vous avez, on doit en avoir, on doit avoir 20 salariés, sans compter les fondateurs et les 2 alternants et peut-être 1 ou 2 stagiaires. Ouais. On est à 25 dans la boîte. Quoi. Ouais. Comment est-ce que tu as fait dans le temps pour construire un réseau professionnel, pour rencontrer des gens qui sont quand même assez exceptionnels ou qui sont assez connus en tout cas, et à les faire venir au Crayon, ou alors à développer un réseau qui est peut-être plus personnel? Et comment est-ce que tu as fait ça petit à petit? Pour le côté Crayon, c'était vraiment le culot et les gens qui... En fait, au début, on a vraiment eu cette chance d'être dans la hype de « Tiens, les médias digitaux, c'est trop stylé ». Donc tout le monde qui disait... Beaucoup de gens connus qui disaient oui, alors que parfois, ça faisait très très peu de vues, mais parce qu'ils ne se rendaient pas compte, juste ils se prenaient le côté mode des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Donc on dit oui à tout sans trop capter ce qui est pertinent ou pas pertinent. Donc au début, on avait beaucoup cette chance-là. Ensuite, comme ça se passait bien quand même avec quasiment tous nos invités, à chaque fois, ils nous recommandaient à d'autres gens, où ils gardaient une bonne image. Donc quand on leur parlait de nous, ils disaient « Ah bah oui, ils sont bien, vas-y, tu peux y aller ». Et beaucoup de culot, de « Vas-y, enfin, tu calls et t'appelles les gens et tu vois comment ça se passe ». Donc ça, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, c'est juste les vues et ce qu'on fait, convainc les gens tout seul. Mais au début, c'était vraiment culot et on va dire bienveillance envers nos invités qui a
qui a aidé pour en recevoir d'autres. En fait, ils se connaissent aussi un peu tous, hein, c'est des écosystèmes, hein, comme dans l'entrepreneuriat. Moi, à titre perso, il y a beaucoup de conférences. J'ai fait beaucoup de conférences à une période, qui du coup fait que tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, qui te regardent et qui du coup se rappellent de toi. Donc après, il suffit que tu les recroises dans d'autres moments, ils ont déjà l'impression de te connaître un peu et donc tu noues plus vite le lien. Le fait de développer tes réseaux sociaux aussi, les gens ont l'impression de te connaître alors qu'en fait, ils te connaissent pas. Mais il y a beaucoup de gens, on se connaît via les réseaux sociaux, on ne s'est jamais vu en vrai, mais si on se verrait en vrai, on aurait l'impression qu'on se connaît déjà bien et on serait hyper à l'aise, alors qu'en fait, on ne s'est jamais vu de notre vie, ce qui est aussi une force avec les réseaux sociaux. Et puis, il y avait pas mal d'événements, genre les Founders Night, des projets comme ça, dont mon frère avait été associé, parce que c'était l'idée de Martin Crégu et qu'on avait énormément aidé à développer au tout début. On avait organisé des premières avec lui, etc. On avait ramené les Yomi Denzel, des gens comme ça, etc. Donc, c'était plutôt sympa, qui du coup faisait que j'y allais forcément à chaque fois, aussi parce que j'aidais à ramener des gens, et qui du coup faisait que tu croises plein de gens qui te connaissent, un écosystème, enfin, donc voilà. C'était vraiment beaucoup de trucs comme ça. Et puis aujourd'hui, puis moi aussi, un truc que j'ai beaucoup fait, que j'ai plus de mal à faire aujourd'hui, mais j'essaie de toujours m'appliquer à le faire, c'est de toujours accepter des choses où je sais que c'est plus utile pour les gens que c'est utile pour moi, d'accepter des choses où je peux aider des autres, même si moi, ça me rapporte rien derrière, parce que j'aurais adoré qu'à leur place, à ce moment-là, on puisse me dire oui, c'est des trucs comme ça, où je sais que la valeur ajoute... Parfois, ça ne te prend pas autant de temps que ça pour la valeur ajoutée que ça apporte à l'autre personne. J'essaie un maximum de le faire, que ce soit des mises en relation, parfois de gens hyper pertinents, où tu as beaucoup de gens qui diraient non, mais moi je le fais sans problème. Parfois faire des podcasts ou des trucs de gens où tu vois que ça ne tient pas trop la route, mais tu sais que tu as envie de les aider de le faire. Parfois donner des conseils, passer du temps à donner des conseils à quelqu'un. J'arrive à le faire souvent. Moins maintenant, mais et ça, du coup, les gens, ils se rappellent de toi, ils parlent de toi. Donc, en fait, voilà. Donc c'est l'impact positif, quoi. Voilà, c'est l'impact positif. Une forme de gratitude, un retour dans la gratitude, en fait. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis extrêmement extravertie et que quand je suis dans un événement, je suis une tentacule. Je bouge partout, je suis tactile avec les gens, comment ça va, j'arrive à bouger, à parler un peu avec tout le monde. J'ai cette vraie force-là. J'aurais pu faire de la politique. Ça m'aurait vite épuisé. Ça me fatigue de plus en plus de le faire, mais à une époque, j'étais une toupie dans un événement où en fait, je te parlais un peu à tout le monde et voilà. Ça devait marquer, ça devait aider aussi à faire après. Après, t'as beaucoup de gens qui me disent tiens, comment ça va ? Je me rappelle pas du tout de qui est la personne. Et je dis ah, mais comment ça va super et toi ? Et ça me revient après. Ou alors ça me revient pas du tout. Je me dis merde, j'ai déjà vu, mais je sais pas où. En fait, tu te dis merde, là tu peux pas lui dire mec, je me rappelle pas de toi. Le mec il le prend trop mal. Donc après, t'apprends des choses aussi que tu dois mettre en place pour. Et je pense que ça arrive aussi à plein de gens. Tu dis au mec comment ça va, le mec se rappelle pas de toi non plus. Hein, donc c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est plein de petits trucs qui à la fin créent un plus gros truc. Et puis on est 4 associés, hein, donc ça fait quand toi t'es dans un endroit, toi les 3 autres sont ailleurs. Donc en fait ça te crée une boucle quand tu dis le crayon. Ah mais du coup je connais Jules, putain, je connais Antonin, mais d'accord t'es la sœur de Valran. En fait ça aide aussi vachement. T'es quelqu'un d'assez dynamique. Oui. Ça se voit, on l'entend. Tu viens de le dire d'ailleurs. Comment est-ce que tu fais pour maintenir ta forme ? J'ai un train de vie assez sain. Je bois très peu d'alcool, pas que par choix aussi, parce qu'à part les cocktails, j'aime pas trop ça. Donc ça aide. J'ai jamais pris de drogue dure de ma vie, donc ça aide aussi. Je dors beaucoup. Alors, faut que je dorme au moins 8-9 heures par nuit en semaine, quoi. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, ça dépend. Plus je peux dormir, plus mieux c'est, mais il faut que ça soit un minimum de 8-9 heures, sinon c'est compliqué. Okay. Je suis une énorme marmotte, ce qui aide. Donc si tu te couches à 11h, tu travailles à 7h, t'as tes 8 heures. Ouais, sauf que je m'endors rarement à 11h, mais quand je m'endors à 11h, parfois je me réveille à 8h, donc je te fais des bonnes nuits, tu vois. Okay. Et le sport. Je fais énormément de sport. Là, j'étais à la muscu avant, pendant 3 fois par semaine, pendant hyper longtemps. J'ai enchaîné plein de mois d'affilée. Et là, je me suis mise à la boxe depuis 1 mois. J'en fais 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, ouais, c'est pas mal. Et j'adore ça. Genre, ça me manque quand j'en fais pas. Et ça, à la fois, tu te défoules psychologiquement. Et en même temps, physiquement, tu te défoules aussi. Ça te maintient bien en forme. Donc, en fait, après, t'es bien calme, t'es bien apaisé. Donc, en fait, ça t'aide à... Et ça me donne de l'énergie. Moi, le sport, c'est une discipline. Mais qui, du coup, psychologiquement, ça te crée une... Tu vois, c'est une vertu, quoi. C'est devenu une vraie force. Surtout de la muscu avant, parce que la muscu, au bout d'un moment, je n'avais plus aucune envie d'y aller. J'avais zéro plaisir, c'était que de la douleur psychologique. Physique, mais vraiment psychologique d'y aller, tu vois. L'effort était énorme, qui fait que j'y allais toujours, mais autant, parce que je m'étais maintenue qu'il fallait que je le fasse. Mais j'en
pouvais plus. Là où je suis contente d'avoir trouvé la boxe, maintenant j'en fais beaucoup, j'adore ça, et je vais faire un combat de boxe devant des centaines de personnes vendredi prochain. Donc voilà, sport, et je me nourris bien, entre guillemets. Enfin, je fais pas des fast-food, je fais pas des dîners beaucoup trop lourds. Enfin, j'essaye de. Pourtant, je passe ma vie au resto avec des gens. Il y a un resto en particulier où je prends tout le temps une salade César. Une salade avec du poulet. Non, mais d'accord, mais ça ne faut pas non plus être too much. Je peux prendre avec un peu de sauce, mais il n'y a pas non plus. C'est pas la salade César où il y a des pommes de terre, des lardons. T'as des gens qui font des variantes de salade César. C'est vraiment la salade César, salade et poulet, quoi, tu vois. Et donc tu fais des trucs comme ça. Après, tu prends un autre jour, tu prends une entrée, tu prends un petit tartare. Enfin, t'as des trucs où tu peux trouver. Voilà, mais il faut connaître le resto. Si c'est sûr que tu vas dans un resto hyper gras, voilà. Après, une fois de temps en temps, ça va. Du coup, tu fais un dîner plus léger, mais. Faut aussi. Puis si tu te défoules, comme Robinson qui fait pas mal de sport, n'est-ce pas, Robinson? Ouais. C'est vrai, tu fais quoi? Je fais beaucoup de vélo. Ouais, je fais principalement ça en ce moment. Et un peu de piscine. Ouais, piscine, c'est plus quand j'ai pas le temps, mais je fais. Piscine, c'est quand t'as pas le temps. Ouais, quand j'ai Mais pas ça le prend temps. plus de temps d'aller à la piscine que faire du vélo, non? Non, l'inverse. Non, Parce que tu fais des Non, grandes sorties à vélo. Ouais. Il fait 100 km. Ouais. C'est une blague? Non, absolument pas. Non, Vincent, ici. Non, mais c'est du vélo, c'est pas une balade, quoi. C'est genre vraiment du vélo de course et tout. Avec d'autres personnes et. Non, mais c'est vrai. Il y a comment qui trouve ça normal, là? 100 km de vélo? Oui. Ah la vache! Non, mais c'est pas. En vrai, c'est pas C'est si ce que t'as difficile fait que ça. dimanche. Alors, vraiment curiosité, mais tu brûles combien de calories en 100 km de vélo? 3000? 4000? 2000. Ça te scotche, énorme. hein? Ouais. Bah ouais, ça, je trouve ça impressionnant, ouais. Ouais. En fait, j'adore ce sport parce que, genre, c'est vraiment. En gros, comment t'expliquer? Genre, tu te surpasses vraiment. Genre, c'est un peu un mélange d'endurance et de cardio. Enfin, comment dire? Et d'effort intense. Parce que parfois, t'es sur le plat, après, t'as une grosse montée. Et donc, du coup, tu dois remettre de l'effort. Enfin, c'est vraiment au niveau physique, j'adore. T'écoutes de la musique en le faisant, même pas? Ça dépend. Je peux. Parfois, ouais. Putain, bravo. Ouais. Tu fais attention à ton alimentation, enfin ton sommeil, ton alimentation, ta nourriture. C'est assez complet, quoi. C'est hyper complet. Et est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut veiller quand on est une femme entrepreneuse, dynamique, un peu toupie Oui, avoir du temps avec une vie privée, quoi, avec ses proches. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, justement, à propos de ça, est-ce qu'au début, tu faisais aussi attention ou pas du tout? Dans quel sens? Genre tout ce qui est... Enfin, comment dire? Tu veux dire attention à quoi, pardon? Tout ce qui est santé, pas trop boire, pas trop... Hygiène de vie, quoi. Ouais, Oui, hygiène de vie, voilà, j'ai globalement. toujours fait attention. Après, t'as des périodes plus faciles que d'autres, t'as des périodes plus... Après, il faut trouver un peu des... Enfin, quand tu grandis, enfin, quand t'es ado, t'as du mal à trouver des trucs que tu peux trouver bons, qui sont plus légers, t'as du mal à trouver un sport qui te plaît ou à trouver le temps de faire du sport qui te plaît. Enfin, voilà, quand t'es indépendant, c'est plus facile de tu te gères comme tu veux. Pour revenir à l'évolution des choses aujourd'hui, donc tu es quelqu'un d'assez connu dans le milieu des médias. Tu es en même temps quelqu'un d'assez passionné par la politique. Tu dis même rêver d'animer un débat pour le second tour des présidentielles. Tu te vois comment à l'avenir? Parce que là, c'est beaucoup de choses tout ça. Mais tu te rêves ou tu te vois comment à l'avenir? J'ai toujours cet objectif. Je le garde, je le maintiens. Vraiment, je pourrais dire que j'aurais réussi une vraie partie de ma carrière le jour où j'animerai ce débat-là du second tour de la présidentielle. C'est un vrai objectif personnel. Mais que pourquoi? je me fixe. J'ai jamais entendu quelqu'un d'autre dire ça jusqu'à maintenant. Et Parce encore moins que, une femme dire ça publiquement, enfin le dire dans un podcast, mais toi tu l'as dit, tu l'as affirmé. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui est si excitant que ça, quoi? C'est la meilleure corrélation entre ma passion pour la politique et le journalisme. Je suis pas journaliste, je suis vraiment entrepreneuse, mais ce côté animer l'émission, le débat, l'émission qui est l'une des émissions les plus vues en France à cette année-là où il y a les élections, sur des sujets qui me passionnent avec des candidats il y en a l'un ou l'autre qui va devenir président de la République. Moi, c'est un truc qui me, ça me botte beaucoup, quoi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. Aujourd'hui, pas du tout. Mais donc j'ai toujours été très proche de ça. Voilà, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours vu les Claire Chazal, les machins le faire, et ça a toujours été même Léa Salamé, que je suis pas forcément d'accord sur les idées avec elle, mais c'est une femme que je respecte beaucoup parce qu'elle a beaucoup de cran, beaucoup de courage. Et donc quand je la vois faire ça, je me dis bah ouais, un jour ça me ferait plaisir de le faire, quoi. J'ai très envie de le faire. Ok. Et la politique, tu trouves ça passionnant? Il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent complètement. Qu'est-ce qui te passionne dans la politique et qu'est-ce qui t'attire? C'est une bonne question. J'ai jamais réussi vraiment à savoir pourquoi j'aimais autant ça. Peut-être c'était le côté les débats à l'époque. En fait, c'était des débats sur un sujet intelligent. En fait, ce que j'ai toujours admiré chez les politiciens, c'est qu'ils arrivent à réunir des gens autour de causes ou de sujets qui sont entre guillemets profonds. Enfin, c'est pas
la dernière coupe de Nabila dont le sujet est traité, quoi. C'est des questions de réglementation, c'est des questions économiques, c'est des questions d'écologie. Et moi, je trouve ça passionnant parce que c'est l'avenir du pays. C'est aujourd'hui, on est dans une démocratie, hein, donc c'est le président de la République c'est l'État qui gère le pays. Donc ça reste quand même si oui, il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent, ça reste quand même toujours important. Et après, voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré ça. Je pense que je suis née un peu dedans. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré débattre. Et c'est de débattre de sujets intéressants. Donc j'aurais du mal. Puis ouais, c'est vraiment le côté... tu traites de sujets intéressants. Tu arrives à réunir des gens autour de toi et à les faire se souder autour d'un projet commun. Et que je trouve ça très fort de la part de la politique d'arriver à vulgariser des sujets difficiles pour faire en sorte que des gens t'élisent à des responsabilités importantes. Et j'ai toujours trouvé ça quand même, que tu sois d'accord ou pas d'accord, et ils sont vraiment de plus en plus nuls les politiques, mais j'ai toujours trouvé ça admirable. Ouais. Faut du cran, quoi. Faut du courage. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, à l'instant, tu disais que tu te définis avant tout comme une femme entrepreneur. C'est quoi la définition d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse pour toi ? C'est quelqu'un qui ose lancer un projet, qui a une idée, qui le matérialise et qui le concrétise en se lançant vraiment dedans. C'est la liberté et la concrétisation d'un projet qui te tient à cœur, si je vais le résumer en une phrase. Et moi qui suis hyper libérale, la liberté c'est hyper important. Et à la fois tu es ton propre patron, donc à la fois tu commets tes propres erreurs, mais tu as tes propres réussites. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat / création de contenu comme tu as fait ? Ne faire aucun de ses repas tout seul. C'est-à-dire... Oui, je fais exprès avant d'argumenter, de voir quand elle réagir. C'est simple, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu lances un business, aucun de tes repas ne doit être fait tout seul. Tu ne peux pas déjeuner tout seul. Tu ne peux pas dîner tout seul. Tu dois constamment voir des gens différents, ou alors si tu dînes tout seul, c'est parce que tu as besoin de te ressourcer. Mais tu ne peux pas ne jamais avoir rien de prévu, te retrouver avec rien à faire. Parce que pour moi, le fait de constamment rencontrer des gens à des déjeuners, à des dîners, déjà c'est un gain de temps énorme, parce que c'est pendant une activité, quoi qu'il arrive, que tu aurais faite, quoi qu'il arrive, tu aurais déjeuné ou dîné. Et à la fin du mois, quand tu regardes tous les gens que tu as rencontrés, le nombre d'idées que ça a pu te donner, le nombre d'opportunités que ça a pu te donner, c'est le nombre de solutions que ça a pu t'apporter est juste énorme, avec un gain de temps colossal, parce que quoi qu'il arrive, c'est pas du temps en plus, dans tous les cas qu'il arrive, c'est un temps que tu aurais passé à faire tout seul ou pas. Parce que dans tous les cas, tu aurais déjeuné. Et qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte du... C'est comme quand moi, j'étais quelqu'un, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Vraiment, tu es perdu. Tu vois 5 personnes par jour pendant un mois. Je pense qu'au bout d'un mois, t'as vraiment trouvé ce que t'allais faire. En plus, avec plein d'opportunités. Mais alors, tu fais comment pour déjeuner avec des gens ou dîner avec des gens comme ça tous les jours, de manière... T'écris sur LinkedIn, sur Instagram, amis d'amis, tu vas à des événements... T'as des soirées... Non, mais tu vas à des événements, même quand tu connais personne. Tu vas au culot, tu rencontres des gens, tu sais déjeuner avec la personne qui te recommande un tel, puis t'écris sur LinkedIn à quelqu'un, ou tu te bouges, quoi. Et l'erreur à ne surtout pas commettre. Ça, c'est la recommandation. Ouais, je maintiens de dire que moi, je trouve que c'est une mauvaise idée d'entreprendre tout ça. Cette phrase basique de « seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin » est très vraie. Et surtout, c'est cette phrase que j'aime beaucoup dire, qui vient plutôt de nous, je pense. J'ai pas entendu par quelqu'un d'autre, c'est « tu ne peux rien faire de légendaire tout seul ». Et derrière tous les plus grands entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui, certains sont peut-être solopreneurs, mais ils ont une équipe avec eux qu'ils ont toujours eu depuis le début, c'est comme s'ils avaient des associés ou des bras droits ou des CEO, des brefs qui font qu'ils n'ont jamais été tout seuls. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est très médiatique, qui fait un peu dans le scandale comme Elon Musk, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, quoi. Bien sûr que non. Voilà. C'est-à-dire qu'il met en avant son image, sa personne, et ça médiatise pas mal autour de lui, mais il n'empêche qu'il n'est absolument pas tout seul. Non. Ouais, c'est ça. Ça, je le maintiens. Ouais, puis c'est une véritable force. Oui. Et donc le business en famille, il est encore plus. Ok. C'est vrai que, juste pour dire un truc, moi, dans l'activité que je développe personnellement et l'activité de création de contenu qu'on fait ensemble, je vois qu'il y a une réelle différence, qu'on peut aller beaucoup plus vite à 3 parce qu'il y a une motivation commune et qu'il y a un ensemble d'opportunités qui se créent que je n'ai pas dans ce que je fais tout seul. Et donc, on voit vraiment une différence, quoi. Oui, et puis vous êtes de la même famille. Donc, quoi qu'il arrive, malgré vos engueulades, malgré vos désaccords, ça ne changera jamais. Et que la vie est déjà suffisamment compliquée pour ne pas avoir à combattre ta propre famille alors que tu as déjà le monde entier qui est contre toi.
Et quand tu comprends ça, tu comprends bien que les intérêts des uns, c'est les intérêts des autres et que ta famille, c'est ton plus gros socle. Le crayon, c'est très national en fait. Oui. Enfin, c'est sur les réseaux, mais c'est très national. Ah, c'est complètement national. Ouais. Il y a une volonté de s'étendre à l'étranger ou pas? Parce que là, c'est une autre dimension. Enfin, c'est une confrontation à d'autres univers, d'autres business. Justement, en tout cas pour le côté média, en fait, on a bien vu qu'à un moment, il y aurait un plafond de verre et que la seule étape après serait l'international. Il y a un plafond de verre vertical. Ouais. Quand tu montes un média, parce que tu peux pas dépasser le nombre, enfin, normalement, le nombre d'habitants du pays, tu peux pas le dépasser. Et on a bien vu avec Brut, etc., que quand ils se sont internalisés, c'est devenu très compliqué. T'as beaucoup de coûts, déjà, un média, c'est compliqué à rendre rentable, ils avaient beaucoup de coûts, enfin, voilà, ils ont mis du temps, je crois qu'ils sont, je sais même plus s'ils sont rentables en ce moment, mais bon. On entend moins parler d'eux, en tout voilà, cas. on entend moins parler d'eux. Moins médiatisé, ouais. Et on a vite, nous, on admire beaucoup le business model de Reworld Media, de Pascal Chevalier, qui est un groupe média donc plutôt traditionnel. Il y a quasiment aucun média, enfin il y a quelques médias digitaux, mais je serais incapable de les citer parce que c'est vrai que leurs plus gros médias sont surtout traditionnels, qui marchent très bien, qui est une énorme success story. Parce que en fait, il y a le plafond de verre vertical, mais il n'y a pas de plafond de verre à l'horizontale. Donc on s'est dit, si on a développé un média, on développe des business autour, mais on va racheter d'autres médias, ce qui fait que ça va grossir comme ça et pas comme ça. Et donc, si un jour on s'internationalise, excuse-moi, ce sera plus sur le côté business, côté entreprise, avec nos services de boîte, que sur le côté média. Ok. Les médias, pour l'instant, n'ont pas du tout pour objectif ni projection de s'internationaliser. Pour l'instant, non. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, non. En revanche, le business pourrait un jour s'internationaliser sans problème. Et donc votre objectif, c'est aussi de vous diversifier dans différents domaines, c'est ça? Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Ça reste la même thématique. Là, on fait, on va dire, de l'influence, des médias, personal branding, relations presse. C'est la même genre, ça reste dans la même thématique. T'en as pas un qui vend pas des chaussures, quoi. Tu vois, c'est très similaire, mais c'est des petits ancrages différents quand même. Ouais, parce que de fait, la veille aussi, la veille business, économique, concurrentielle, n'est pas du tout la même. Enfin, tu n'agis pas du tout de la même façon en national que. Non. Dans Et là, le c'est pays, trop tôt. C'est trop Faut tôt. pas aller trop vite. Ouais. Faut rêver grand, mais il faut être réaliste aussi sur le concret que ça demande opérationnellement. Pour conclure, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré? Alors, je sais qu'on t'en pose plein dans plein de podcasts. Celle-ci, on te l'a peut-être déjà posée, mais une question où tu dis tiens, celle-ci, personne ne me l'a encore posée, mais là, je vais aller sur le podcast Rich Home Family. Eh bien, voilà, avec eux, j'ai envie de le dire, j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Je crois pas. Si, non, on très peu parlé, mais c'est un sujet qu'on adresse peu, mais parce qu'en même temps, j'en parle jamais, donc les gens peuvent pas savoir, puis parfois, c'est pas du tout forcément relié, mais aux thématiques des podcasts, mais c'est sur l'éducation aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle devient, l'importance des professeurs dans la vie, enfin un peu mon post LinkedIn de l'autre jour que tu as lu, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi, mes profs m'ont clairement changé ma vie. Et que parfois j'aime bien faire cette piqûre de rappel quand je le peux, mais je le fais très peu parce que c'est jamais abordé et que c'est jamais vraiment une thématique. Mais on critique beaucoup l'éducation en France et j'étais la première à le faire. Mais tu as aussi des profs qui te changent ta vie dans le bon sens du terme. Et que moi, je sais très bien que sans mes profs, j'aurais jamais monté le crayon. Et qu'aujourd'hui, ça m'a changé ma vie. Je serais jamais devenue qui je suis sans eux. Et c'est aussi important de le rappeler que moi, c'est un combat que je continuerai à mener et d'ouvrir ma bouche là-dessus parce que je trouve que les profs sont pas du tout assez bien payés, contrairement à la valeur ajoutée que certains apportent. Ouais. Ok, mais en même temps, ton discours est un petit peu, pas ambigu, mais ni contradictoire, mais en même temps, tu dis, les études supérieures, ça ne servent pas à grand-chose, finalement, on n'apprend pas grand-chose, notamment par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport au business. Alors, c'est contradictoire parce que ça dépend. Tu gères tout ça? C'est contradictoire parce que ça dépend parce que il y a des études, il y a des métiers où tu n'as pas le choix de faire des études. Tu vas être médecin, policier, avocat, ingénieur. Évidemment que tu dois faire des études. Tu peux très difficilement apprendre sur le terrain. Parce que tu as beaucoup de par cœur qui comptent. Tu as beaucoup de par cœur qui comptent. J'ai pas d'autres mots. En revanche, l'entrepreneuriat, le commercial, le management, tu n'apprends pas ça dans des études. Et c'est faux. Tu l'apprends sur le terrain. Et après, en plus, tu ajoutes à ça, tu as des professeurs malveillants, comme tu as des professeurs vraiment compétents et bienveillants, en fonction de sur qui tu tombes, ça peut aussi clairement changer ta manière de voir les choses. Et tu as beaucoup de... moi, j'étais comme ça et j'avais des amis comme ça aussi. Moi, je suis une grande émotionnelle, je suis une grande sensible. J'avais besoin d'aimer mon prof pour aimer la matière. Si j'aimais pas mon prof, j'aimais pas la matière. Ça se trouve, ça aurait pu être une matière que j'aurais pu adorer.
Et donc, c'est en fonction de à quel point ton prof peut être bienveillant ou à l'écoute ou pas, ça peut vraiment changer. Même parfois, tu as la filière que tu peux faire, les études que tu peux faire après. Donc, c'est quand même hyper déterminant à des âges où tu te construis beaucoup, tu te cherches beaucoup. Et parfois, tu as beaucoup de profs très frustrés, très malveillants, qui sont très toxiques. J'en ai eu, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. J'en ai eu surtout en études supérieures. J'en ai eu au collège, en études supérieures. Et je suis ravie d'avoir connu le lycée avec des profs que je pourrais jamais assez remercier. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, si un jour je deviens présidente de la République, mon prof d'éco m'appelait Madame la Présidente, j'étais persuadée que je ferais de la politique. Et je m'étais dit, si un jour je fais de la politique et que je suis en élection et que je passe partout, etc., et que j'essaie de me faire élire, je ferai un rappel à mon prof d'éco sans qui j'en aurais jamais été là où j'en suis. C'est pour ça que j'ai fait mon post LinkedIn, parce que je trouvais ça important du coup, parce que j'ai déjà fait de la télé, mais je ne vais pas faire politique, mais c'était le moment j'y pensais beaucoup. Eh bien, Sextine, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci d'être venu dans notre podcast. Et puis, comme on le dit toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos prochains podcasts. Et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Exactement. Merci, Sextine. À bientôt. C'est comme ça l'habitude.